Édouard Philippe, Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Édouard Philippe, je vous appelle Monsieur le Premier ministre, pas simplement parce que c'est un titre que l'on garde, mais aussi parce que dans le souvenir de nombreux Calédoniens, dans l'opinion du camp indépendantiste comme loyaliste, et en fait pour tous les initiés au sujet, vous êtes le dernier Premier ministre français, pleinement investi dans l'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie, loué pour votre sens de l'écoute, votre patience et votre capacité à concilier les avis divergents de nos politiques. Durant le premier mandat du président Macron, de 2017 à 2020, vous avez accompagné le territoire pour le lancement du processus référendaire. C'est autour de vous que nos élus ont déterminé la question du référendum. Vous étiez alors complètement impliqué dans le dossier, acceptant la méthode et une mécanique lourde et symbolique, a déclaré Jean-François Merle, ancien conseiller de Michel Rocard, dans les colonnes du Monde. Après son départ, il n'y a plus eu de pilote dans l'avion et plus de comité des signataires. En bref, vous avez laissé derrière vous comme un air de rendez-vous manqué et on vous regrette. Édouard Philippe, depuis le 13 mai 2024, la Nouvelle-Calédonie vit une vague de violence qu'elle n'avait pas connue depuis 40 ans. Après 3 mois d'émeutes, de nombreux morts et blessés, d'innombrables destructions, Nouméa est une ville de cendres. Son tissu économique est dévasté et les départs se comptent déjà par milliers. Aujourd'hui, quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous ressentez face à l'ampleur de ces événements? D'abord, beaucoup de tristesse, parce que ce que je comprends de ce que me disent les amis ou les contacts que j'ai en Nouvelle-Calédonie, c'est la réalité d'une ville et d'une île en proie à une très grande inquiétude, à une très grande violence, à une très grande déstabilisation, avec des perspectives économiques qui sont très sombres, avec une façon de s'envisager soi-même, si j'ose dire. Peut-être le terme est un peu général, mais qui est extrêmement incertaine. Et pour le dire autrement, il y a des gens en Nouvelle-Calédonie qui manifestement souffrent et qui voient l'avenir avec beaucoup d'inquiétude. La première chose que je vois, c'est ça. La deuxième raison de la tristesse, c'est que vous avez eu la gentillesse de dire que je m'étais beaucoup investi dans le processus, dans la gestion des affaires de la Nouvelle-Calédonie lorsque j'étais Premier ministre. Et de fait, c'est vrai, je m'y suis beaucoup investi et je me suis passionné pour la Nouvelle-Calédonie. Je ne connaissais pas ce territoire. Je n'y étais jamais allé. Je n'avais pas de famille qui aurait pu me raconter la réalité de ce qui s'y passe et de ce qui s'y passait. Mais lorsque j'étais étudiant, c'est-à-dire il y a maintenant assez longtemps, je m'étais passionné pour la façon dont Michel Rocard avait mis en place les instruments qui ont permis de lancer d'abord les accords de Matignon, puis de Nouméa, et donc toute la mécanique complexe, vous l'avez dit, chargée de symboles, vous l'avez dit, que près de 40 ans après, je me suis retrouvé à devoir moi-même animer. Alors je ne m'imaginais pas, quand j'étais jeune élève à Sciences Po, qu'un jour ce serait mon tour, mais je trouve que ce qu'avait réussi à construire Michel Rocard à l'époque était absolument remarquable. Alors, absolument remarquable de la part de Michel Rocard parce qu'il était Premier ministre. Enfin, il n'aurait rien fait tout seul. Quand on est Premier ministre, on ne fait pas tout seul, on fait avec les autres. Et dans l'admiration que je peux porter à Michel Rocard sur la façon dont il a géré la Nouvelle-Calédonie, il y a aussi évidemment la nécessité d'associer Jean-Marie Tjibaou, Jacques Lafleur, et toutes celles et ceux qui, autour d'eux, ont réussi à construire cet art du compromis et cette vision commune sur ce qu'il fallait faire et sur comment il fallait le faire. Et donc, pourquoi je dis le deuxième élément, c'est de la tristesse, c'est que j'ai longtemps dit, et je pourrais le dire encore aujourd'hui d'une certaine façon, que ce qui a été conçu en 88 et enrichi par la suite, par l'apport d'autres, était unique, absolument unique. Unique dans l'histoire de notre pays et unique dans ce qui se passe partout dans le monde aujourd'hui. Cette capacité qu'on avait eue et qu'on a eue pendant 35 ans, tous ensemble, à essayer d'avancer, à rééquilibrer économiquement un territoire,
à sortir d'une situation donnée, héritée du passé, qu'il faut regarder avec beaucoup de lucidité, et à essayer de construire un avenir commun, il y avait quelque chose d'assez extraordinaire. Et on est souvent prompt à se critiquer en France et à verser dans les polémiques. Mais moi, je voyais au contraire, dans cette mécanique, dans ces accords de Matignon puis de Nouméa, une mécanique assez exemplaire où des gouvernements continuaient à s'inscrire dans une logique collective, sans la remettre en cause et apporter chacun leur pierre, et où on essayait de régler par la discussion, par l'investissement, par le rapprochement, par le consensus, puis d'ailleurs par le vote, quelque chose qui était une alternative à la violence. Donc, j'ai beaucoup cru dans d'abord comme spectateur en 88, puis comme acteur à partir de 2017, j'ai beaucoup cru dans cette méthode, dans ce mécanisme. Et c'est la deuxième raison de la tristesse, c'est qu'il s'est non pas réduit en cendres ou réduit à néant, mais il s'est littéralement interrompu et liquéfié d'une certaine façon, très rapidement, sous nos yeux. Et ça, c'est le deuxième grand motif de tristesse. Donc la tristesse, c'est probablement oui, je dois dire, l'élément principal. Ensuite, qu'est-ce que ça appelle comme réaction? L'inquiétude, après la tristesse. L'inquiétude parce que la situation est sombre et que il n'y a que ceux qui, au fond, en métropole, ne connaissent pas bien la Nouvelle-Calédonie et pensent que c'est un abcès ou un pic de colère, et puis qu'ensuite ça va se passer, et puis on va recommencer. Moi, je ne crois pas exactement ça. Je pense que quelque chose s'est joué là qui n'est pas simplement un pic de fièvre ou un accès de mauvaise humeur. C'est quelque chose de malheureusement plus fondamental et de plus violent. Et donc l'inquiétude, parce que le cadre de Matignon des accords de Matignon et de Nouméa était contraignant. Il n'était pas parfait, en vérité, mais il était là. Et une fois qu'on avait compris comment ça marchait et qu'on savait le faire marcher, on pouvait avancer. Maintenant, il n'est plus là. On sait qu'on est sorti de ces accords et on sait qu'on a basculé en plus dans quelque chose d'extrêmement violent avec une situation économique qui est incroyablement dégradée. Et donc, il faut trouver un chemin. Il faut trouver un chemin commun, il faut vouloir trouver un chemin commun. Donc, l'inquiétude réelle que je formule. Et puis, pour ne pas dessiner un tableau qui serait exclusivement sombre, après la tristesse et l'inquiétude, je dirais quand même un peu l'espoir. D'abord parce que par nature, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. C'est-à-dire, je pense que quand on est lucide et qu'on voit les problèmes, on peut les régler. Les gens qui ne sont pas lucides ou qui ne veulent pas voir les problèmes m'inquiètent. Mais une fois qu'on est lucide et qu'on voit les problèmes, en général, on arrive à trouver une solution si on veut. Donc, il y a aussi une forme d'espoir. Et l'espoir, c'est qu'on arrive, d'une certaine façon, à repartir de la situation telle qu'elle est aujourd'hui, qui est très mauvaise, très tendue, et qu'on trouve suffisamment de femmes et d'hommes de bonne volonté sur l'île et ailleurs, pour essayer de se dire que cette opposition et cette violence ne sont pas des solutions. Et ne sont pas des solutions espérées par aucune d'ailleurs des communautés qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Et que donc il faut trouver une solution qui s'inspire peut-être de ce qui a été fait en 88 ou qui soit différente. Mais je crois que fondamentalement c'est possible. Je ne dis pas que c'est facile, parce que je crois que ce ne sera pas facile. Mais je crois que c'est fondamentalement possible et surtout que c'est parfaitement nécessaire. Donc voilà, tristesse, inquiétude, mais aussi espoir parce qu'il ne faut jamais désespérer, y compris dans les moments difficiles. Comment en est-on arrivé là? Oh, c'est compliqué de dire comment est-ce qu'on est arrivé là. Et puis après tout, je voudrais quand même dire que je réponds à vos questions avec une humilité qui n'est pas feinte et qui est réelle. Je ne me suis jamais prétendu être un spécialiste de la Nouvelle-Calédonie.
Il y a d'abord des gens qui vivent en Nouvelle-Calédonie, qui connaissent la réalité du terrain infiniment mieux que je ne la connaîtrai jamais. Et puis il y a des spécialistes universitaires de la Nouvelle-Calédonie. Je prétends être ni l'un ni l'autre. La seule chose que je peux dire sans me tromper, c'est que j'aime. J'aime cette île et j'aime la façon dont on a essayé de trouver des solutions dans cette île. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je pense qu'il y a plusieurs éléments dont je ne saurais pas dire lequel est le plus déterminant, mais qu'il faut avoir en tête. Je crois que le premier élément déterminant, c'est de voir que même quand ça allait bien, ça n'allait pas complètement bien. Alors, premier élément, même quand ça allait bien, ça n'allait pas complètement bien. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? Je veux dire que même quand ça allait bien, c'est-à-dire même quand on était dans le processus de Matignon, même quand on se parlait, même quand on avançait, je trouve que primo, on passait beaucoup trop de temps à discuter de l'institutionnel et pas du tout suffisamment assez de temps à parler de l'avenir non institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, de quelle société on voulait construire, de quel modèle économique, entre guillemets, on voulait développer sur l'île. Bon. Donc, on s'est beaucoup consacré à des aspects institutionnels et, à mon avis, on n'a pas assez investi, si j'ose dire, des aspects plus sociaux, plus culturels, plus économiques, qui pourtant sont extrêmement importants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même quand ça allait bien, ça n'allait pas très bien. On a considérablement progressé, de ce que je comprends, en 35 ans, dans la connaissance réciproque des populations qui vivent en Nouvelle-Calédonie. Je crois que la société était beaucoup plus segmentée en Nouvelle-Calédonie il y a 50 ans, il y a 40 ans, qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est assez incontestable, tout le monde me l'a dit. Tout le monde. Est-ce que ce progrès est suffisant? Je ne crois pas. Je pense qu'on n'a pas été assez loin, me semble-t-il, dans le partage, la découverte, la compréhension, l'émulation, et que de ce point de vue-là, on aurait probablement pu aller encore un peu plus loin, peut-être. Je le dis avec prudence, mais je crois quand même que c'est un deuxième élément qui faisait que même quand ça allait bien, ça n'allait pas très bien. La troisième raison, c'est que on a, je crois, je ne sais pas s'il faut dire surinterprété, surinvesti, en tout cas on a placé, tout a trop tourné dans le domaine économique, on n'en a pas suffisamment parlé, et dans le domaine économique, tout a trop tourné autour du nickel. Bon, qui est évidemment un sujet premier, très important, très délicat, très complexe. Mais je trouve qu'on lui a donné, en plus de son importance économique, on lui a laissé prendre, en plus de son importance économique, une valeur totalement symbolique, et peut-être même, alors tout est symbole, et en Nouvelle-Calédonie, les symboles comptent peut-être plus qu'ailleurs encore, mais presque déraisonnable. C'est à la fin totalement absurde, à mes yeux, d'imaginer que le nickel est l'avenir avec un grand A de la Nouvelle-Calédonie. Il y a plein d'autres choses à faire en Nouvelle-Calédonie, en matière agricole, en matière touristique. Je suis frappé de ce que l'intensité de l'activité touristique en Nouvelle-Calédonie est très en dessous de ce qu'elle devrait être, très très en dessous de ce qu'elle devrait être, en termes de structure d'accueil, de qualité de service. Donc ça veut dire qu'on n'a pas développé ce qui aurait pu être un actif exceptionnel dans cet endroit. Et quand je dis on n'a pas développé, il y a une part de responsabilité des acteurs locaux, et après tout, tout ne vient pas de Paris. Mais il y a aussi, je trouve, un défaut d'imagination de la part de Paris. Et je le dis en prenant ma part, si vous voulez. J'avais eu cette conversation un jour avec la maire de Nouméa en lui disant, parce que je trouvais formidable les aménagements qu'elle a fait le long de la mer, la rénovation urbaine d'une certaine façon, je trouve que c'est très réussi et que c'était chouette. Et donc on parlait d'aménagement urbain, vous savez, moi je suis maire du Havre, donc évidemment quand on est entre maires, on parle de rénovation. Et je lui avais dit, mais c'est curieux qu'on n'ait pas choisi, dès lors que dans le gouvernement français, dès lors que la politique française tourne autour de cet axe Indo-Pacifique, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ce que la France veut à propos de la Nouvelle-Calédonie? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas
que, par exemple, on pourrait faire de la Nouvelle-Calédonie, peut-être que c'est une mauvaise idée, j'en sais rien, mais enfin, acceptons d'en discuter, un point central de la culture française dans le Pacifique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas construit ou on ne construit pas un musée unique dans lequel, de façon très régulière, il y aurait des œuvres qui viendraient des musées français à Nouméa pour motiver les Asiatiques, les Australiens à venir ici, voir un musée qui serait à la fois les arts du Pacifique, de Mélanésie, et en même temps les œuvres, enfin quelques-unes des œuvres principales de la culture française. Comment elles se mélangent, comment elles se conjuguent, ou comment elles ne se conjuguent pas. Mais là, on aurait quelque chose qui justifierait l'arrivée de centaines de milliers de personnes. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas imaginé ça? Et ça, c'est un exemple, je pense qu'on pourrait en prendre beaucoup d'autres. Donc, même quand ça allait bien, ça n'allait pas très bien, on n'a pas... Ça, c'est la première chose. La deuxième raison, c'est qu'on est sorti du processus. Alors, on est sorti du processus parce que le processus arrivait à son terme. On n'est pas sorti du processus en se disant on s'en fout du processus. Mais il y a eu un premier référendum, puis il y a eu un deuxième, puis il y a eu un troisième. Les deux premiers sont incontestables, et d'ailleurs incontestés dans leurs résultats et dans leur organisation. Le troisième est contesté, pas tellement d'ailleurs dans son organisation, mais dans les conditions de sa tenue, puisqu'on sait qu'il y a une volonté de non-participation, pas d'obstruction, mais de non-participation de la part des forces politiques kanak. Mais enfin, quoi qu'il arrive, après le troisième référendum, il fallait inventer un cadre nouveau. Il fallait inventer la Nouvelle-Calédonie d'après les 40 ans d'accord de Matignon. C'est un exercice redoutablement difficile. Et on n'a pas bien su le faire. Et on n'a pas compris que, y compris si on voulait trouver autre chose, il fallait quand même respecter une méthode ancienne. Et donc, en donnant le sentiment, à tort ou à raison, on peut toujours discuter de ça, mais en tout cas en donnant le sentiment, ça c'est clair, de sortir de son impartialité, qui est une impartialité, l'impartialité de l'État dans le processus de Matignon est un truc qu'il faut quand même savoir interpréter. Cette impartialité, ça n'est pas un désintérêt, c'est l'idée que, quel que soit le gouvernement français et quel que soit ce qu'il souhaite, il doit, dans l'approche des questions relatives à la Nouvelle-Calédonie et surtout dans le fonctionnement du processus de Matignon, avoir un voile d'impartialité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas derrière ce qu'il pense. C'est ça l'idée de l'impartialité. Mais bien sûr que quand j'étais Premier ministre, j'avais une idée de ce que je voulais faire sur la Nouvelle-Calédonie. Heureusement d'ailleurs. C'est de l'impartialité, mais simplement dans les relations, il fallait respecter cette impartialité. Et on a donné le sentiment, quand je dis on, c'est pas, pour le coup j'y suis pour rien, hein, c'est arrivé après moi, mais on a donné le sentiment de ne pas la respecter. Bon, et ça c'est à mon avis quelque chose qui fait dérailler. C'est-à-dire qu'au début l'écart n'est pas énorme, mais ensuite ça diverge et finalement le train déraille. Et c'est la deuxième raison à mon avis. Si je peux me permettre, c'est ce que dénonce le comité des sages que vous aviez fondé en 2018 pour surveiller la bonne tenue de la campagne référendaire, composée d'hommes et de femmes d'expérience connus pour leur tempérance. Alors c'est d'ailleurs assez intéressant que ce comité des sages dissous depuis n'a jamais autant existé que depuis le début des événements, tout le monde cherchant, non mais comme quoi l'idée n'était pas si mauvaise, tout le monde cherchant auprès d'eux de l'expérience et du recul. Les gens qu'on a pu interviewer dénoncent tous avec force, également le collectif Pays pour le dialogue, qui est une autre forme de comité des sages, le manque d'impartialité de l'État. Quand j'avais créé le comité des sages, j'ai bien vu quand j'ai créé le comité des sages qu'il y avait des gens qui trouvaient que c'était une drôle d'idée. Pas dangereuse, mais et d'ailleurs elle n'a pas été critiquée, mais inutile, bizarre. Et moi mon idée c'était de dire justement, il faut que les institutions ne soient pas simplement des textes, il faut que ce soit dans les accords de Matignon, il y a les accords, puis il y a l'esprit des accords de Matignon. Et en fait, comme toujours, ça c'est le juriste qui vous parle, quand il y a un contrat, il y a un esprit du contrat. Quand il y a un accord, il y a un esprit de l'accord. Quand il y a une loi, il y a l'esprit des lois. Et c'est au moins aussi important que la lettre. Et le comité des sages, il avait aussi pour fonction de faire vivre cet esprit de l'accord, qui est à mon avis au moins aussi important que les dispositions de l'accord.
La dernière fois que je suis allé en Nouvelle-Calédonie, c'était en mars. J'ai rencontré un certain nombre de membres de cet ancien comité des sages qui n'existe plus, mais qui continue à se voir et qui parfois continue à exprimer des positions. Et c'était d'abord assez émouvant et toujours très intéressant, parce qu'ils ont des choses à raconter sur une île que, pour le coup, à eux tous, ils connaissent parfaitement. Et ils avaient déjà exprimé ce sentiment qui, moi, m'est apparu assez clairement, je dois dire, que cette exigence d'impartialité était progressivement mise de côté. Probablement parce que certains se sont fondés sur les résultats du référendum, des référendums, pour dire que dès lors que les référendums avaient donné un résultat, on devait même d'une certaine façon sortir de cette impartialité et prendre en compte les résultats qui avaient été formulés de façon claire et incontestable. Je pense que ça, c'était une logique que je comprends, mais qui est à mon avis une logique à courte vue, et si j'ose dire, la preuve. Vous-même, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu les résultats du premier et du deuxième référendum? Mais je vais dire quelque chose qui choquera probablement celles et ceux qui vont nous regarder. Alors, je comprends qu'ils soient choqués, je leur demande juste d'écouter jusqu'au bout ce que je vais dire. Je pense que le référendum ait donné lieu à 52% à oui ou à 52% au non, la question qui aurait été posée dans des termes différents, mais elle n'aurait pas été fondamentalement différente. Puisque la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble en Nouvelle-Calédonie? Le référendum, il permettait de dire, à mon avis de façon claire, que pendant une longue période de temps encore, c'est dans le cadre de la France qu'on allait trouver des solutions ad hoc pour la Nouvelle-Calédonie. Si c'est l'indépendance qui avait prévalu, ça voulait dire qu'on aurait trouvé, dans le cadre de l'indépendance, on aurait dû trouver dans le cadre de l'indépendance des solutions ad hoc pour vivre en Nouvelle-Calédonie. Mais à la fin, il faut trouver des solutions ad hoc. C'est-à-dire que quel que soit le résultat du référendum, même avec un oui, même avec un non, quand on est à 51-49 ou 52-48, on n'est pas dans les conditions où on peut dire à tous les autres, compte tenu de l'aspiration à l'indépendance des Kanaks et compte tenu de l'attachement à la République et à la France des loyalistes, on ne peut pas dire « bon, bah, c'est fini, c'est terminé, la majorité est acquise, on va plus faire... il n'y a plus de sujet ». Bien sûr que si, le sujet il reste sur la table. Et donc, quand on se dit le référendum, il a une portée, il faut le prendre au sérieux. On ne peut pas méconnaître l'expression de la majorité qui s'est exprimée. J'ai aucun problème avec ça, au contraire. Mais il ne règle pas par lui-même la question de savoir comment est-ce qu'on va vivre en Nouvelle-Calédonie. Il ne règle pas par lui-même la question du degré d'autonomie que l'on veut accorder, reconnaître ou même assumer pour la Nouvelle-Calédonie. Et je trouve que... Et c'est pour ça que, d'une certaine façon, quel que soit le résultat du référendum, il y avait besoin d'un tiers de confiance impartial et l'État pouvait jouer ce rôle. Bon, voilà. Donc, à mon avis, ça a beaucoup joué, ça. Ouais. Au vu de l'instabilité politique qui existe aujourd'hui en France, peut-on vraiment imaginer un Premier ministre, un futur Premier ministre capable de reprendre le dossier en main en ayant le temps et les moyens à y consacrer? On a récemment appris que le président avait convié les élus calédoniens à Paris en septembre. Je fais partie de ceux qui pensent que le fait de gérer directement le dossier de la Nouvelle-Calédonie à Matignon était une bonne chose et que le dossier ne va pas être plus facile dans les années et dans les mois qui viennent et que donc ça fait partie des choses qu'un Premier ministre, quel qu'il soit, doit avoir en tête et sur lequel, à mon avis, il doit s'investir beaucoup. Donc pour moi, c'est un sujet qui doit être traité à Matignon. Alors, je ne suis pas en train de critiquer le président de la République qui prend des initiatives. Je veux dire, après tout, pourquoi pas. Et en ce moment, comme on est dans une phase transitoire un peu longue, c'est pas absurde qu'il s'en saisisse. Mais à la fin de la fin, ma conception du pouvoir, si j'ose dire, c'est que
à Matignon on gouverne et à l'Élysée on préside, et que la Nouvelle-Calédonie relève plutôt de la logique du gouverner. Et donc il faut trouver des solutions, discuter, et ensuite le président il doit être en surplomb et garantir que c'est la bonne direction qui est retenue et les bons accords qui sont trouvés. Si le président vous proposait de reprendre le dossier en main, est-ce que vous accepteriez? C'est de la politique fiction. Oui, je crois que c'est de la politique fiction, et donc il ne faut pas trop s'amuser avec la politique fiction. Moi, j'ai eu l'occasion de dire à mes interlocuteurs à Paris, lorsque je suis rentré de Nouvelle-Calédonie, quelle était mon inquiétude. Je l'ai dit clairement, parce que je l'avais saisi. En mars, je suis resté une semaine en Nouvelle-Calédonie, c'est pas très long, mais j'ai eu la chance de rencontrer à peu près tous les responsables politiques de l'île. À Nouméa, dans les îles, à Koné, j'ai rencontré tous les responsables politiques. Et je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir un accueil extrêmement chaleureux et surtout, outre le fait que c'est toujours agréable d'avoir un accueil chaleureux, mais surtout extrêmement direct et franc. C'est-à-dire que voilà. C'est l'avantage d'avoir su créer une relation de confiance, c'est que les gens vous disent les choses. Ils m'ont dit les choses. Quand je suis revenu à Paris, j'ai dit je suis inquiet. Vous voyez, je pense que c'est en train de bouillir. Et qu'on a. Bon, donc je l'ai dit à mes interlocuteurs, j'ai essayé de partager à la fois le constat et d'évoquer quelques types de solutions. J'étais convaincu à l'époque qu'il fallait prendre une initiative pour faire en sorte justement de revenir à la logique de Matignon et qu'il fallait. Bon. Donc j'ai proposé un certain nombre d'idées, elles n'ont pas été retenues, et peut-être qu'elles étaient mauvaises d'ailleurs. C'est pas parce que c'est moi qui les ai formulées qu'elles étaient bonnes, vous savez. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'aucune des initiatives que j'appelais ou une autre n'était prise. Est-ce que maintenant, je veux dire, c'est très simple. Si un jour je peux aider sur la Nouvelle-Calédonie, j'aiderai. Je ne vais pas me désintéresser de la Nouvelle-Calédonie en disant, écoutez, vous n'avez pas fait ce que j'ai dit, allez vous faire voir, c'est pas mon genre, et puis c'est pas sérieux. Donc si un jour je peux aider, bien sûr, j'aiderai, évidemment, à ma place, bien sûr. Mais on a l'impression que tous les hommes et les femmes politiques français connaisseurs du dossier, que ce soit vous, Gérard Larcher, sont écartés à chaque fois de la reprise en main de ce dossier. On le confie à des hauts fonctionnaires. Non, mais ça, je crois pas. Je pense que d'abord, c'est pas absurde de confier à des hauts fonctionnaires compétents, intelligents, des missions de travail, d'écoute. Rocard avait fait ça avant moi et avant nous. Oui, avec la mission du dialogue. Bon. Donc c'est pas absurde. Ça me paraît même une bonne idée. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette idée? Qu'est-ce qu'on en déduit? Comment est-ce qu'on est capable, au-delà du constat et de la bonne connaissance de où est et sur quelle position est quel responsable, ensuite, comment est-ce qu'on les ramène autour de la table? Comment est-ce qu'on essaie de définir à la fois une méthode et des objectifs en commun? Et ça, pour le coup, ça c'est de la poloche. Et il y a un moment où il faut quand même y aller, quoi. Durant nos interviews, et encore une fois de la part du comité des sages, on a entendu dire qu'un geste de l'État était attendu, un geste de pardon à l'égard de la communauté kanak et pas seulement, également à l'égard des victimes de l'histoire. Alors, ce n'est pas tout à fait neuf. Il y a déjà 2 ans, 3 ans, on commençait à en entendre beaucoup parler. Vous-même, est-ce que vous, à l'époque où vous étiez à Matignon, est-ce que déjà vous aviez entendu parler de ce geste? Est-ce que la remise de la prise de possession était l'esquisse de ce geste? Est-ce que ça n'a pas été bien compris? Bon, je crois que c'était clairement cette idée qui était à l'œuvre et j'ai l'impression qu'elle a été comprise comme s'inscrivant dans cette logique au moment où elle a été réalisée par le président de la République. Est-ce qu'il faut aller au-delà? De toute façon, compte tenu de la situation, compte tenu de la situation actuelle, on ne reviendra pas autour de la table et en créant un avenir commun en faisant comme si ce qui est arrivé n'était pas arrivé. C'est-à-dire qu'il va donc falloir trouver des choses qu'on n'imaginait pas avant la crise
pour pouvoir sortir de la crise. C'est comme ça. J'aurais préféré qu'elle n'existât pas, cette crise. J'aurais préféré qu'elle n'explose pas. J'aurais préféré qu'on ne ruine pas des dizaines et des dizaines d'acteurs économiques, qu'on ne détruise pas des dizaines et des dizaines d'équipements publics. Mais ça a été fait. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il va falloir trouver quelques gestes, quelques directions qui permettront de remettre les gens autour de la table. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Si on ne remet pas tout le monde autour de la table, ça veut dire que la solution ne sera pas discutée, ou qu'elle sera discutée à l'issue d'un rapport de force durable et brutal. Il faut bien mesurer ce que ça peut vouloir dire en termes de souffrance, en termes de violence, en termes de cicatrices qui mettront, comme c'est toujours le cas et comme c'est particulièrement le cas en Nouvelle-Calédonie, beaucoup de temps à disparaître, pour autant qu'elle puisse disparaître. On a parlé tout à l'heure du résultat du référendum. Petit aparté, mais c'est récent. Qu'est-ce que vous avez pensé du résultat des élections législatives en Nouvelle-Calédonie, où non seulement on a un député du nom de Djibaou qui est arrivé à l'Assemblée, mais si on fait le comptage des voix, il y a 10 000 voix d'avance indépendantiste. Ce que j'ai vu, le résultat des élections législatives, et ce que je pense tout le monde a vu quand on regarde la Nouvelle-Calédonie avec un peu d'attention, c'est que dans un corps électoral qui n'est pas gelé, parce que c'est le corps électoral le plus ouvert, celui sur les législatives, il y avait, au soir du deuxième tour de l'élection législative, plus de voix qui s'étaient portées sur des candidats indépendantistes que sur des candidats qui ne l'étaient pas. Voilà. Ça, tout le monde l'a vu. En tout cas, moi, je l'ai vu, je peux vous dire. Et je pense qu'en Nouvelle-Calédonie, tout le monde l'a bien vu. Bon. Oui. Donc, c'est un sujet. Enfin, c'est un sujet, c'est un élément. Alors, ce n'est pas non plus le référendum. On ne peut pas non plus faire comme si le référendum n'avait pas eu lieu. Mais c'est une indication qu'il faut évidemment prendre en compte. Et qui, justement, ça va un peu dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu un référendum, il existe, il a un résultat, il n'est pas contestable. Il faut le prendre en compte. On est dans la République française. Très bien. Mais il faut qu'on trouve un système incroyablement autonome pour que chacun ait sa place et pour que l'aspiration, j'allais dire ancestrale, à cette forme d'indépendance et d'autodétermination ne soit jamais écrasée. Voilà, c'est comme ça. Je conçois que ça puisse choquer quand on dit ça, quand on ne connaît pas la Nouvelle-Calédonie. Peut-être d'ailleurs certains qui connaissent encore mieux la Nouvelle-Calédonie sont choqués quand je dis ça. Mais pour moi, c'est l'évidence. Et l'autre évidence, c'est qu'il n'y a aucun espoir raisonnable dans le rapport de force violent. Aucun. On va parler après de solutions que l'on pourrait imaginer, ou alors qui ont été imaginées depuis longtemps, mais la proposition récente, Sonia Backès, actuelle chef de file des loyalistes, a proposé le 14 juillet dernier la solution de l'autonomisation des provinces, déclarant que la société kanak et la société occidentale étaient profondément incompatibles. Est-ce que c'est un projet sérieux selon vous? Est-ce qu'on est dans une posture de pré-négociation? Tout ça est un peu vrai, c'est-à-dire que c'est pas absurde quand on va rentrer dans une discussion, ou quand on se met dans l'état d'esprit de rentrer dans une discussion, d'avancer avec des propositions qui sont ambitieuses, ou qui sont marquées. Et peut-être y a-t-il de ça dans la proposition de Mme Backès. Je ne peux pas l'exclure. Je ne peux pas non plus exclure qu'elle pense que c'est un élément de solution. En vérité, ce n'est pas nouveau comme idée. Je me souviens très bien, y compris lorsque j'étais encore Premier ministre, avoir entendu le sénateur Frogier, à l'époque il était sénateur, évoquer cette idée d'une beaucoup plus grande autonomie, beaucoup plus grande compétence accordée à chacune des provinces, non pas pour faire deux pays en un. Il ne s'agissait pas de faire de la partition de l'île, ce n'est pas ça dont il s'agit, mais pour faire une forme de solution presque fédérale où de très grandes différences existeraient entre les provinces, avec un très grand degré d'autonomie, sous une enveloppe fédérale ou unitaire, plus souple et plus limitée. Je vais vous dire,
la seule solution que je ne voudrais pas regarder, c'est une solution qui consisterait à faire confiance à la violence pour régler le problème. Et donc, quiconque viendra et mettra sur la table une solution qui ne fait pas la part belle à la violence mérite d'être écouté et on mérite de discuter cette solution. Et moi, je me place dans cet état d'esprit-là. Vous allez me dire, ça ne veut pas dire si je trouve que c'est bien ou si ce n'est pas bien. Je dis, au moins, c'est un élément sur lequel on peut discuter. Je ne dis pas que c'est la bonne solution. Mais je préfère que les acteurs de les forces politiques de Nouvelle-Calédonie viennent avec des hypothèses, des projets, des éléments, bons, pas bons, mais au moins qu'ils viennent avec des hypothèses de projets, plutôt que de dire la seule solution, c'est la violence. Voilà. Et comme ça va être très difficile de remettre tout le monde autour de la table, je trouve que le bon état d'esprit, c'est d'accepter l'idée qu'on vienne autour de la table, y compris avec des projets avec lesquels on n'est pas d'accord, mais au moins qu'on puisse en discuter. Donc dans cette mesure-là, j'entends et je respecte la position telle qu'elle est formulée. J'avais envie d'évoquer avec vous quelques idées, quelques solutions que vous-même vous avez déjà un peu évoquées, peut-être à votre corps défendant depuis le début de l'interview, ou pas. D'autant que tout récemment, donc on a vu M. Chris Nart dans une précédente interview, M. Jean-Jacques Urvoas, tout récemment, ancien garde des Sceaux qui avait écrit un article, plusieurs, mais un qui s'appelait État fédéré ou État associé, des pistes pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. De mon entretien avec lui, je suis reparti avec quelques citations que j'avais envie de vous rappeler. François Mitterrand en 82, la France s'est faite par la centralisation, elle évitera de se défaire par la décentralisation. Thierry Michalon, maître de conférence en droit public, la France est une fédération qui s'ignore. Jean-Marie Tjibaou en 85, pour un petit pays comme le nôtre, l'indépendance, c'est de bien calculer ses interdépendances. Jacques Lafleur, la Nouvelle-Calédonie est une petite nation dans la grande nation. Vous-même, au congrès de la Nouvelle-Calédonie, vous avez osé parler de peuple calédonien, donc autant d'entorses à la tradition du droit français. Et une, en fait, que je ne connaissais pas et que j'ai redécouverte, enfin que j'ai découverte en lisant M. Urvoas. L'avenir des 110 millions d'hommes et de femmes qui vivent sous notre drapeau est dans une organisation de forme fédérative que le temps précisera peu à peu, mais dont notre constitution nouvelle doit marquer le début et ménager le développement. C'était le général de Gaulle. Avec la communauté. Pardon ? Avec la communauté. Oui. On a quand même le sentiment, pour tous ceux qui suivent le dossier depuis un certain temps, que la solution est sous nos yeux. Jean-Jacques Urvoas, pour faire oublier le souvenir difficile de Edgar Pisani avec une proposition unilatérale à l'époque, propose de remplacer État associé par pays associé, d'autant que si on regarde sous le couvercle, mais la forme fédérale, on l'est déjà, à part de 3 compétences régaliennes, c'est à se demander comment on n'arrive pas à avancer vers ce type de solution qui, nous, au regard de toutes les interviews que l'on fait depuis 3 mois de la société civile, apparaît comme une solution équidistante. Il y a 2 raisons pour lesquelles c'est difficile. La première, c'est que c'est difficile. Il ne faut pas négliger la difficulté que c'est pour la République. Difficile pour plein de gens ici qui ne connaissent pas la Nouvelle-Calédonie, hein, parce que quand même, la majorité des gens ne connaissent pas la Nouvelle-Calédonie, de leur expliquer qu'on va passer d'une République unitaire, une et indivisible, à quelque chose qui pourrait ressembler à une fédération. Si vous voulez, non, mais il ne faut pas méconnaître la difficulté. Et il ne faut pas méconnaître surtout ce qu'eux se disent. Très bien, on fait ça pour la Nouvelle-Calédonie, mais ça s'arrête où ? Donc, la première raison pour laquelle c'est difficile, c'est que c'est difficile pour plein de gens qui ne sont pas des gens malveillants à l'égard de la Nouvelle-Calédonie ou obtus. Hein. Pas du tout. C'est pas évident. Je me rappelle de quelqu'un qui fut membre du Conseil constitutionnel, dont je tairai le nom, mais un haut fonctionnaire de l'État parfaitement respectable et respecté, qui un jour disait le problème avec l'inventivité juridique dont on fait preuve s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, c'est que ça va finir par poser un problème, pas à la Nouvelle-Calédonie, mais au droit constitutionnel et à la République elle-même. Bon. Donc, la première raison pour laquelle c'est difficile, c'est que pour plein de gens,
de bonne foi, ce n'est pas une solution évidente et c'est une solution qui pose beaucoup d'autres problèmes. La deuxième raison pour laquelle c'est difficile, c'est que ce n'est pas demandé par la Nouvelle-Calédonie. Moi, je veux bien que vous me disiez qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est la solution, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qui est demandé. On n'a jamais réussi à formuler dans les débats autour de la table, dans les accords de Matignon, cette hypothèse-là. Et vous avez des gens qui disent ça doit être la République et d'autres qui disent ça doit être l'indépendance. Rien n'a jamais permis de formuler une demande, une proposition, qui ne serait pas l'indépendance, mais qui ne serait pas non plus complètement la République et qui prendrait la forme d'une évolution institutionnelle dont il ne serait pas sûr qu'elle serait acceptée à Paris d'ailleurs. Et donc voilà, si vous me demandez pourquoi est-ce qu'on n'en est pas là, bien sûr qu'il y a plein de gens qui se disent que c'est comme ça qu'il faudrait avancer. Mais d'abord, ils peuvent être souvent très intelligents, mais ce n'est pas parce qu'ils sont très intelligents qu'ils ont raison. Ou plus exactement, qu'ils emmènent tout le monde. Vous pouvez être particulièrement intelligent et brillant, avoir la bonne solution dans l'absolu, mais dans l'absolu, on s'en fout parce qu'on n'y est pas dans l'absolu. Nous, on est dans le relatif, on est là. Et il y a des gens qui ne veulent pas de ça. Et ils sont plus nombreux que les gens qui sont. Donc voilà, à mon avis, on n'y est pas parce que c'est compliqué à expliquer à Paris, et je ne suis pas sûr qu'ils voudraient, et surtout parce que ce n'est pas demandé à Nouméa. Ce n'est pas réellement demandé à Nouméa. J'ai jamais vu, et j'aurais aimé voir d'une certaine façon, en tout cas ça aurait été intéressant de voir ce que ça produisait, des forces indépendantistes et des forces non indépendantistes s'accorder explicitement sur le fait que pendant 30 ou 50 ou 100 ans, on renonce à la prétention à l'indépendance pour s'accorder sur quelque chose qui relève d'une logique qui est totalement nouvelle et totalement différente de la logique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont tourné autour de cette idée? Je le sais bien. Mais ça n'est jamais arrivé comme une proposition qui recueillerait une force suffisante localement pour pouvoir être présentée ensuite au niveau national. C'est comme ça. Mais vous qui avez régulièrement réuni les élus calédoniens à Paris, est-ce que vous avez jamais eu le sentiment que dans ce jeu politique calédonien tel qu'il est organisé, aussi binaire finalement que le référendum qu'on a eu, chacun pouvait être un petit peu prisonnier de sa base militante? Oui, mais ça c'est la vie, ça. Bien sûr qu'on est prisonnier de sa base militante. Et bien sûr que les grands leaders sont ceux qui ne sont pas trop prisonniers de leur base militante. Mais on ne peut pas non plus s'extraire complètement de sa base militante. Moi, j'ai toujours admiré les chefs qui considéraient que lorsque l'intérêt général les emmenait contre leur base militante, il fallait expliquer à leur base militante que c'était comme ça. Ceux qui savent faire ça, c'est les vrais chefs. Ceux qui suivent aveuglément la base militante, ce n'est pas les vrais chefs. Bon, j'ai toujours pensé ça. Quel que soit le sujet, c'est vrai en matière syndicale, c'est vrai en matière politique, c'est vrai dans tous les domaines en vérité. Vraiment. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que la base, elle existe. Parce que l'exigence militante, elle existe. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on sait que l'exigence militante, elle est parfois exprimée violemment. Chez les Kanaks, il y a, depuis, et à raison de l'histoire, une volonté de faire attention au niveau de décalage qu'on peut assumer avec la base militante, pour des raisons essentiellement liées à la violence physique qui peut être ensuite exprimée. Ce que je dis là, c'est pas une insulte, c'est pas une injure, c'est un fait. Tout le monde le sait et beaucoup de gens le reconnaissent. Donc c'est difficile, mais c'est néanmoins absolument indispensable. Parce qu'on a eu le sentiment, au regard de l'histoire, depuis Jacques Lafleur, que ce soit Pierre Frogy avec son double drapeau, ça lui a valu de se faire cramer. Philippe Gomez qui avance avec sa solution de partenariat sur le long terme, de peuple calédonien, et là je reprends aussi un terme que vous aviez repris pour vous aussi dans votre discours. On a le sentiment que le jeu provincial, un peu mis en défaut d'ailleurs sur la liste générale pendant une législative, le jeu provincial fait que de toute façon, notamment dans le camp loyaliste, pour gagner, c'est barre à droite toutes. Du moins pour remporter la Maison Bleue, parce qu'une fois qu'on l'a remportée, même avec l'avenir en confiance, finalement, ils n'ont plus le Congrès et ils n'ont plus le gouvernement et maintenant un sénateur et un député indépendantiste qui se sont invités au Parlement. C'est pour ça que je me demande des fois si l'accord de Nouméa a terminé, mais est-ce que le jeu politique dans lequel on vit nous interdit complètement d'anticiper autre chose que rien que la France ou rien que l'indépendance? Je ne crois pas, mais c'est difficile. Mais je ne crois pas.
Merci Édouard Philippe d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous propose de conclure peut-être avec une pensée, un message pour tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie qui aujourd'hui souffrent et peinent à trouver de l'espoir pour l'avenir. Je les comprends. Je comprends que les perspectives puissent paraître sombres et que beaucoup de gens se posent la question de savoir. Vous avez dit tout à l'heure que j'avais utilisé le terme peuple calédonien. Je ne l'ai pas utilisé à la légère, j'ai beaucoup réfléchi avant de l'utiliser. Ce n'est pas une notion qu'on peut utiliser à la légère. Elle est déjà dans les accords. Et c'est pour ça que je l'ai utilisée, parce que je voulais m'inscrire pleinement dans ces accords. Mais qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Il y a quand même, dans l'idée d'un peuple, dans l'idée d'une nation, à la fin, la volonté d'avoir quelque chose à faire ensemble. Par définition, le peuple calédonien, il n'est pas homogène dans ses origines culturelles, dans ses origines raciales, dans ses origines... il est hétérogène et mélangé. C'est une des choses qu'à Paris, on ne comprend pas bien. C'est le degré de mélange qui existe en dépit des oppositions binaires. Ça, franchement, les gens ne comprennent pas bien à Paris. Et il ne faut pas leur en vouloir. C'est difficile de comprendre ça. Moi, je n'aurais pas compris ça avant de venir plusieurs fois en Nouvelle-Calédonie. Mais le degré de mélange en dépit des oppositions binaires. À un moment, il faut se poser la question de savoir si toute cette hétérogénéité, tout ce mélange, peuvent donner quelque chose qui relève d'un projet commun. Et pas simplement d'une affirmation de l'identité, qui est d'ailleurs souvent un peu sublimée. Hein, est-ce qu'on veut faire quelque chose ensemble sur ce petit bout de terre très étonnant par sa beauté, très étonnant par son potentiel, si j'ose dire, et par son histoire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble ou est-ce qu'on ne veut pas? Ma conviction, c'est à la fois un espoir et une conviction, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, alors même qu'ils peinent à voir le chemin, ont envie de le trouver. Et donc, il faut que les femmes et les hommes de bonne volonté dessinent ce chemin. Et c'est difficile, mais c'est possible. Et donc, le message que je voudrais leur envoyer, c'est un message encore une fois, avec beaucoup d'humilité. C'est beaucoup plus facile de dire ça au Havre, en plein mois de juillet, qu'à Nouméa, ou à Koné, ou à Ouvéa, ça c'est sûr. Mais je crois que dessiner ce chemin est possible et qu'il y a suffisamment de femmes et d'hommes de bonne volonté en Nouvelle-Calédonie, de très grande intelligence pour essayer de dessiner ce chemin. Édouard Philippe, Monsieur le Premier ministre, merci. Merci à vous.